Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, et aujourd'hui c'est le Goophone 5C, ou i5C, je sais pas exactement quelle est la nomination officielle. Donc ce téléphone, et vous voyez déjà le problème très certainement à la boîte, mais on va y revenir plus tard. Ce téléphone m'a été envoyé par Electron Geek, qui a une chaîne YouTube aussi, et qui a déjà fait une présentation de ce téléphone-là, en prenant un aspect différent de cette vidéo, a priori, vu que tout simplement il présente celui-là, qui est le vrai Goophone 5C, à côté d'une contrefaçon de contrefaçon, ce qui est assez magnifique, hein. On voit que la Chine arrive à aller jusqu'au bout de sa logique, hein. Bon bref, surtout ce qu'on voulait dire à propos de ce truc, c'est que voilà le téléphone en question. Il est magnifique et il est dans sa boîte très crédible, qui ressemble à une boîte de Samsung, alors que c'est un faux iPhone. C'est magnifique, c'est un faux iPhone 5C. Regardons déjà à quoi ressemble le téléphone, juste pour pas vous faire attendre trop longtemps pour ceux qui veulent voir à quoi ressemble le téléphone. Hop, en dehors d'une petite abeille derrière et le fait qu'il y ait marqué Goophone dessus, c'est tout simplement un iPhone 5C hein, qui ressemble à un iPhone 5C. Voilà mes jolies empreintes de doigts qui prouvent que je l'ai utilisé pendant un certain temps avant de vous faire cette vidéo. Donc, comme vous pouvez le constater, il est vraiment fidèlement reproduit, à l'exception d'une vis qui manque parce que l'ancien propriétaire a dû faire des modifications, surtout des réparations dedans, car dès qu'il l'a reçu, un bouton, le bouton Power, pas des moindres, hein, le bouton en question, fonctionnait déjà plus. Trop de la balle. Alors bon, je sais pas trop d'où vient ce problème. Bon, on parlera des boutons qui déconnent un peu plus tard, mais là par exemple vous pouvez voir le fameux bouton de position pour passer en mode vibreur, qui ne marche pas du tout. En fait, il faut pousser vers le bas comme ça pour que il accepte le mode vibreur, et dès que vous le lâchez, il arrête pas d'alterner entre mode vibreur et mode normal. C'est n'importe quoi, c'est de la grande qualité, encore une fois. Donc on va le poser là, et puis on va regarder à l'arrière de la boîte, parce qu'il y a quelques petits trucs assez marrants à l'arrière de la boîte. Donc vous voyez par exemple la taille de l'écran qui est 4 pouces, bon a priori c'est la taille réelle. Ensuite il y a marqué la résolution, alors ils sont pas fait chier à faire deux boîtes pour deux modèles différents, ils sont très forts chez Goophone. Là il y a marqué 480p ou 540p. Ok, faut choisir, hein, mais a priori celui-là peut pas être les deux à la fois, hein, je suppose. Pour la RAM, c'est pareil, 512 MO ou 1 Go de RAM avec 4 Go de ROM. Alors génial, hein, génial. Là encore une fois, faut savoir. Alors nous avons le modèle 480p avec 512 MO de RAM et 4 Go de ROM, bien entendu. Alors faut savoir un truc, c'est que ils ont été très ingénieux en matière de ROM, parce que ils ont mis une carte SD interne, qui fait 32 Go je crois, si je dis pas de bêtises, mais j'ai pas vérifié. Alors ils ont mis une carte SD interne du coup, mais la carte SD interne ne sert que pour stocker les photos, ce genre de trucs, les MP3 ou je sais pas quoi que vous avez envie de mettre dedans. Elle ne stocke absolument pas les programmes. Donc ce qui fait que dans ces 4 Go de ROM, c'est coupé en plusieurs morceaux, non c'est pas du fromage, c'est coupé en plusieurs morceaux, c'est-à-dire qu'en fait vous avez la partie système, environ 2 Go, un peu moins de 2 Go, puis ensuite vous avez à peu près 1 Go pour installer les programmes, et 1 Go de carte SD interne, alors qu'il y a une carte SD interne réelle dedans, c'est-à-dire une vraie carte SD qu'ils ont mis dedans. Donc pourquoi avoir eu une partition carte SD interne qui bouffe de la place? Parce que au final, au lieu d'avoir 2 Go pour installer les programmes, on a 1 Go pour installer les programmes, ce qui est très peu, et un autre Go pour déplacer les programmes vers la mémoire SD, fausse SD interne, qui permet donc de faire de la place dans la mémoire pour stocker les programmes, au lieu de déplacer vers la vraie carte SD. C'est complètement ridicule. Le firmware a été fait par des singes. C'est juste un truc de malade. Donc ensuite, là, l'appareil photo, 13 mégapixels avec autofocus, mais surtout, la caméra frontale est 500 mégapixels. Waouh, c'est génial. Et surtout, ce qui est drôle, c'est que visiblement, les deux caméras sont, je sais pas si vous arrivez à le voir, elles sont optionnelles. Donc on peut ne pas avoir de caméra du tout. Et d'ailleurs, c'est peut-être un peu le cas parce que la personne qui avait ce truc-là avant, donc, m'a dit que l'autofocus de la caméra arrière fonctionne pas du tout. Alors je suppose que c'est l'autofocus qui est optionnel. Enfin quand je dis qu'il fonctionne pas du tout, c'est qu'il fonctionne très mal en fait, il fait jamais le focus comme il faut. Enfin bref, c'est sûrement un problème de firmware, mais ça montre encore une fois qu'ils nous ont torché le firmware avec le cul, mais alors un truc de malade. Et vous allez voir, hein, c'est vraiment le thème sur ce téléphone. Le firmware qu'il y a là-dedans, il est buggé, il est foireux, il est dans... Enfin bon bref, vous allez voir ça plus tard. Donc... Dual SIM, alors ça c'est faux, hein, on peut mettre qu'une seule carte SIM, et ensuite un autre truc, 3G WCDMA 2100 mais pas 900, hein, il y a le 850 par contre, donc ce qui veut dire que la 3G à la campagne ne fonctionne pas terrible, bon après c'est pas un gros problème. Wi-Fi il y a marqué B et G, ensuite on sait pas pourquoi mais il y a les normes GSM qui devraient normalement être dans la catégorie juste au-dessus, qui sont dans le Wi-Fi.
ok. Le GPS qui... alors, et surtout le GLONASS. Alors, le GLONASS, ça, il y en a pas. Hein. C'est un processeur Mediatek qui fait pas le GLONASS, ça c'est clair. Mais le GPS, le processeur fait le GPS, mais ils ont pas relié l'antenne dessus, donc génial. Nous avons pas de GPS du tout, juste pour économiser 1 centime. Même un mauvais GPS, non, ils ont pas mis d'antenne du tout. Donc bon, ensuite, ça c'est vrai, il fait le playback HD, enfin... Non, c'est faux. Alors déjà, est-ce qu'il enregistre en Full HD? Je pense pas, mais surtout, je suis quasiment certain qu'il ne fait pas le playback, qui est un truc assez incroyable. Donc l'épaisseur du téléphone. Alors pour information, oui, il reprend réellement l'épaisseur du vrai. On peut utiliser les vrais coques dedans. Ça ça pose pas de problème du tout. La batterie 2800 mAh. Alors là, franchement, la taille du téléphone, hein. La taille du téléphone. C'est pas pour rien que le vrai iPhone 5C et 5 tout court a une batterie qui est entre 1200 et 1500 mAh, un truc comme ça, je sais plus exactement. Enfin voilà, c'est pas pour rien qu'il a une petite batterie, quoi. C'est tout simplement parce que c'est impossible dans une taille pareille de mettre une batterie de 1800 mAh. Attends, n'importe quoi, une batterie de 1800 mAh, c'est une batterie de téléphone 5 pouces, quoi, ce genre de truc. Donc voilà. Ensuite, nous avons des logos magnifiques, notamment Super HD AMOLED. Alors le premier Samsung AMOLED, je vois pas de problème. Si c'était une contrefaçon de Samsung, y a pas de problème. Mais Full HD Super AMOLED sur une contrefaçon de téléphone Apple, ok, bon, faut vraiment avoir la logique qui foire dans sa tête. Hein. Ensuite, DivX et Xvid, ça aussi c'est pas mal parce que quand on sait qu'il faut obligatoirement convertir les fichiers avant de pouvoir les inclure dans iTunes, etc., pour mettre ses propres vidéos à l'intérieur d'un vrai iPhone, c'est absolument ridicule de voir qu'il pourrait être compatible avec des formats aussi, standard que ça, parce que c'est faux. Il fait que le MP4 H264 si je dis pas de bêtises pour l'original, en tout cas officiellement. Après on peut toujours installer des conneries ou des trucs comme ça. Android, alors ça merci, hein. Ça aussi ça fait super fidèle. D'ailleurs la boîte en elle-même, hein, elle ressemble plus à une boîte de Samsung qu'autre chose, hein, ça on l'a déjà dit. Donc sinon Wi-Fi N, et ça c'est magnifique parce que là on nous dit qu'il fait que le BG. A priori, il fait le N, hein, parce que je sais pas pourquoi ils ont mis que le BG là d'ailleurs, parce que bon, vu que c'est un 65-72 de chez Mediatek, il y a pas de raison que ça fasse pas le N a priori. Donc, venons maintenant aux accessoires qui sont donnés avec. Alors, accessoires qui sont donnés avec, ça qui est nul, ça qui est un câble qui va vous tenir genre 1 mois si vous avez de la chance, et encore, l'ancien propriétaire m'a dit qu'il était tombé en panne direct. Ce truc qui est sûrement les oreillettes qui sont les moins bien imitées du monde, déjà vous avez la prise qui fait 15 fois la largeur du vrai, ça c'est assez beau quoi, franchement. Dommage que j'en ai pas une autre contrefaçon qui traîne dans le coin. Oh, j'ai ça mais non, ça va pas non plus, c'est pas bon. Donc non, dommage, j'ai pas une autre contrefaçon de ces oreillettes là, mais j'en avais une qui traînait à une époque, et bon, c'est beaucoup plus fin, les vrais quoi, tout simplement. Et puis ce truc là est assez magnifique, putain, c'est trop cheap. Enfin bref, je l'ai déjà déballé en caméra dans une autre vidéo. Alors je vais vous mettre directement l'extrait de cette vidéo où je déballe ce truc et aussi que je l'allume pour la première fois pour vous montrer ma surprise face à certains bugs qui sont magnifiques sur ce téléphone. Et encore, hein, je n'ai fait qu'effleurer la surface dans cette partie de vidéo pour information. Parce que franchement, ce téléphone, c'est magnifique. Franchement, le firmware, comme je l'ai dit encore une fois, c'est glorieux quoi. Bien bête de ne pas suivre un petit peu de bon sens. Ah, ça s'allume, ça marque Goophone. Ok, bon bah voilà, au moins, bon faut dire qu'en même temps cette fois-ci ils essaient pas de copier le dos genre 100% parfaitement comme l'original, donc bon ça c'est déjà un bon point moi je trouve. Putain c'est moi où l'écran commence à se décoller. Ah ouais, j'ai l'impression que l'écran est un petit peu décollé, quand j'appuie ça s'enfonce dans la coque en dessous, donc je sais pas si c'est que ça se décolle ou si c'est que ça se déboîte, peu importe, mais en tout cas c'est l'un ou l'autre. Oh là là, attends, revenons au lock screen parce que il m'a fait halluciner le truc. Un lock screen d'Android mélangé au lock screen d'Apple, et quand on le bouge comme ça, il fait le même mouvement. Waouh, petit, oh, c'est trop zarbe. Donc ensuite nous avons l'App Store qui est sûrement le Google Play Store. Nous avons quelque chose qui ont été rangés là-dedans. Bien entendu, je remettrai le téléphone à 0. Alors vous voyez un petit peu, nous sommes encore arrivés avec ces problèmes de firmware magnifiques que l'on a sur ces faux téléphones Apple ou autres marques, toutes les contrefaçons, etc. Vous avez vu que j'étais en train de déplacer ce truc-là, Assistive Touch, enfin le faux Assistive Touch qu'ils mettent sur ces trucs-là. Tiens d'ailleurs, un Assistive
Touch, quasi impossible à prononcer, qui n'a pas de bouton retour et de bouton menu là-dedans. Il est vraiment comme celui du vrai. Donc du coup, comment on fait retour en appuyant longtemps? Non, ça fait menu en appuyant longtemps. En double-cliquant, ça fait multitâche, je suppose, oui, c'est ça. Alors comment on peut faire pour faire retour, du coup? Alors en faisant 3 tapes dessus, ça fait aussi multitâche. Ok, d'accord. Ah non, d'accord. Donc c'est peut-être Home qu'on sait pas comment faire. Ça se trouve, c'est à chaque fois qu'on clique dessus, c'est tout le temps retour. Donc pour faire Home, faut utiliser Assistive Touch en fait. C'est le seul moyen de faire Home. On est obligé de cliquer là-dessus. Et quand on appuie sur je sais pas quel bouton, oh putain, et puis il y a les droits super utilisateurs qui viennent en arrière-plan pour une raison qui m'échappe. Donc qu'est-ce que j'étais en train de... Ouais, non mais c'est assez impressionnant de bizarrerie ce truc. Oh, encore une fois, ils nous ont fait un hybride entre les deux au lieu d'essayer de bien copier l'original ou de réussir à avoir quelque chose qui soit réellement comme Android. Bon après ça a l'air d'être suffisamment comme Android pour... Ouais voilà, ça gêne pas. Bon après, faut se demander la pertinence de ce menu-là, s'ils nous ont mis les quick settings d'Android à cet endroit-là. Donc bon bref, tant pis. Donc qu'est-ce que j'étais en train de voir aussi là-dedans? Ouais, c'est... Oh, mais c'est ce que je vous disais encore une fois. Ça rentre en conflit avec tout ce qu'on fait, Si on prend d'un petit peu trop bas, c'est pour scroller. Alors c'est à partir d'où? Ah ouais, c'est vraiment pas le bord, hein. À partir de... Alors c'est combien? Ah ouais, c'est au moins à partir d'1 centimètre du bas, on a ce truc qui monte jusqu'à je ne sais où. Oh mon dieu, mais c'est incroyable ce truc. Bon, bref. Oh, on va bien s'amuser avec cette chose-là. Alors maintenant que vous avez vu la réaction que j'ai eue la première fois que j'ai été mis en contact avec ce téléphone vraiment très osé en matière de design, on va dire plutôt très plagié en matière de design, très illégal en matière de design, eh bien, comment ça s'est passé maintenant après une semaine d'utilisation de ce truc? Eh bien, pas vraiment mieux, étant donné que au final les bugs ils sont toujours là, hein, y a pas de différence là-dedans, et surtout je me suis rendu compte de plein de trucs. C'est que encore, ah oui aussi on m'a raconté quelques trucs. Alors je vais vous expliquer quelques trucs venant du précédent propriétaire. Alors le précédent propriétaire m'a dit quelque chose à propos de ce téléphone, notamment par exemple que la caméra arrière n'a jamais fonctionné, c'est-à-dire que dès qu'il l'a reçue, elle était déjà en panne, mais il y a quelques autres trucs. Les IMEI s'effacent à chaque fois qu'on change de firmware, parce qu'il a essayé d'utiliser d'autres firmware, rien n'a vraiment arranger les choses. Le câble USB a lâché immédiatement, ainsi que le bouton power qui n'a jamais fonctionné non plus, il a été obligé de le réparer. Enfin bref, en gros c'est incroyable, et surtout devinez le prix. 120 € pour ce truc-là. Alors, même si ce truc avait été vendu 70 € à l'époque où il a été vendu, c'est-à-dire il y a maintenant à peine un an, eh bien, un peu moins d'un an, eh bien, ce truc-là était déjà bien trop cher pour ce que c'est, déjà par rapport à la taille de l'écran, mais surtout par rapport à la qualité des pièces qui sont dedans, le prix est abusé. 120 €, c'est n'importe quoi. Même à la moitié de ce prix, ça aurait pu être à peine correct. Allez, on va dire ça. Alors je vous préviens du fait qu'on a déjà vu pire contrefaçon, notamment le précédent faux iPhone 6 cette fois-ci était absolument abominable, notamment pour une seule et unique raison, la batterie qui se décharge, même téléphone éteint au bout de 24 heures, et complètement déchargée, hein, pas juste de quelques pourcents, non, de 100 à 0% en 24 heures, sans allumer le téléphone, et le fait que téléphone allumé, il n'a que 2 heures d'autonomie écran allumé, ce qui était ridicule. Là au moins on échappe à cette calamité, on a à peu près 4-5 heures. Donc commençons par parler des bons points. Alors le premier bon point, qui est assez étonnant parce que je m'attendais pas du tout à ça, c'est que l'écran a beau avoir un angle de vue qui est pas le plus exceptionnel du monde, il est net, il est pas si mauvais, les couleurs sont bien respectées, etc. Donc plutôt bon écran pour le prix, mais quand je parle de l'écran, j'accepte le tactile, qui lui par contre est absolument abominable. La précision est vraiment à chier quoi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent pas me croire quand je dis ça, mais croyez-moi, essayez de taper du texte rapidement, c'est difficile avec ce truc, c'est quasiment une tannée quoi. Et surtout on a l'impression que l'écran tactile par rapport à l'image, par rapport à ce qui est affiché sur l'écran, est décalé de 2 mm vers le haut, donc quand on tape sur le clavier, etc., on est tout le temps en train de taper à côté, on appuie sur le bouton qui permet de supprimer une lettre ou ce genre de choses, alors qu'on ne veut pas, ou sur la barre espace alors qu'on est en train de taper sur la dernière rangée de lettres, ou tout simplement bien entendu des mauvaises lettres, mais quand c'est des mauvaises lettres, le clavier arrive à à essayer de corriger tout ça, mais quand on tape sur la barre espace, etc., alors qu'on ne voulait pas taper sur la barre espace, c'est extrêmement frustrant parce qu'on est obligé de revenir en arrière, et quand on essaye de revenir en arrière en appuyant sur le bouton
pour revenir en arrière sur le clavier, et bien à la place on tape des tonnes de virgules ou des trucs comme ça. Ça c'est vraiment relou d'avoir un clavier, enfin un écran tactile aussi peu précis, parce que sur un écran de seulement 4 pouces, c'est ça qu'on veut. On veut un écran tactile le plus précis possible. Quand il est pas précis, eh ben ça fout tout en l'air. Un deuxième point qui est plutôt correct, c'est que les performances CPU cette fois-ci n'ont pas été gâchées complètement par la surcouche complètement moisie qu'ils ont mis par-dessus. Habituellement ça gâche complètement les performances. Là, ça gâche juste un petit peu de RAM, pas vraiment autant les performances. On va voir ça avec Temple Run 2. Si vous vous rappelez bien avec le Goophone i6, c'était un processeur qui était 2 fois plus puissant. C'était un 6582 et pas un 6572, plus de 2 fois plus puissant donc. Qui arrivait à faire ramer Temple Run 2, mais comme pas possible, il y avait la même quantité de RAM par contre, et ça saccadait, mais alors un truc de taré quoi. Et ben là vous allez voir que c'est, bon après bien entendu avoir viré quelques trucs qui sont en arrière-plan en RAM, et bien ça fonctionne de manière plutôt fluide, c'est pas non plus enfin voilà la perfection, mais voilà on n'a pas ces grosses saccades qui rendaient le jeu complètement injouable dans l'autre téléphone de l'autre fois. Donc comme vous le voyez avec un téléphone 2 fois moins puissant, avec une résolution pratiquement identique d'ailleurs, soit dit en passant, on arrive à obtenir de meilleures performances que l'autre fois. Donc vous voyez qu'il y avait vraiment un problème avec le Goophone i6, enfin si vous en étiez pas déjà rendu compte en voyant d'autres téléphones qui avaient les mêmes configurations que le Goophone i6. Cette fois-ci, c'est un peu mieux, mais c'est un téléphone plus ancien, c'est surtout ça qui est assez étonnant, c'est que c'est un peu mieux pour un téléphone plus ancien. Enfin voilà, comme vous voyez, on arrive à jouer sans aucun problème, comme vous le pouvez constater, c'est pas moi qui sais pas jouer au jeu, comme certains ont pu le dire dans les commentaires, faut vraiment être con pour dire ça d'ailleurs. Bon bref, et donc voilà, faut vraiment être con dans le sens où franchement ça se voyait que c'était un problème de saccade et de réactivité. Là vous voyez, pas de problème, ça fonctionne sans aucun problème, même si je parle en même temps, et que pourtant ça a tendance à bien me déconcentrer le fait de parler en même temps. Donc voilà, vous voyez que, bon, c'est tout à fait correct. Par contre, un truc que l'on peut constater avec ce téléphone, par rapport à d'autres 65-72 que l'on peut trouver sur le marché, à des prix bien moindres que celui-là d'ailleurs, soit dit en passant aussi, eh bien, c'est que, tout simplement, celui-là a beau être plus ou moins fluide sur ce jeu-là, mais ce jeu-là utilise pas beaucoup de RAM. Donc, voilà, voilà, il y a pas trop de problème que ça. Mais ce téléphone-là n'a pas beaucoup de RAM libre par rapport à beaucoup d'autres téléphones avec le même processeur qui auraient la même quantité de RAM. Parce que le firmware est plus ou moins commun entre ces trucs-là, en dehors du skin ou ce genre de trucs qu'ils auraient mis dessus. Alors je vais vous parler d'ailleurs une petite parenthèse jusque-là pour, avant de parler de la RAM. Eh bien, vous voyez que le seul moyen de revenir, de faire home en fait sur ce truc-là, c'est ou de faire retour jusqu'à ce que ça revienne au début, ce qui est pas terrible, ou de faire multitâche comme ça, et au lieu d'aller dans une autre application, vu que bizarrement ils ont pas mis la partie, vous savez la partie home screen dans le multitâche, c'est assez étonnant, je sais pas pourquoi, habituellement aillé dans les copies d'iOS, etc. Eh bien vous cliquez sur l'arrière-plan comme ça, et hop ça fait home, donc c'est le seul moyen de faire home si on désactive le Assistive Touch qui m'agace profondément pour information, parce que ça prend toujours un truc, comme s'il n'y avait pas ce truc-là qui gênait assez, parce que quand on scrolle, ce truc a décidé de nous interrompre en plein milieu si on commence le scroll d'un peu trop bas. Eh bien, si ça c'était pas suffisant, il y a aussi l'espèce de Assistive Touch qui est super chiant, qui est jamais au même endroit en plus, parce que à chaque fois qu'on passe d'un programme à un autre, il se déplace, on sait pas pourquoi, sûrement quand ça passe en mode portrait ou en mode, vous savez, en mode portrait, en mode paysage, quand ça alterne, etc., le truc change de place, il bug de place en fait, c'est assez bête. Et le dernier très entre guillemets bon point, parce que c'est plus un mauvais point qui n'est pas là, c'est que quand on tape sur le clavier, etc., ce truc-là ne se déplie pas tout seul. Alors je vais essayer de vous montrer ça comme je peux. Alors on va ouvrir le clavier, voilà. Normalement il devrait venir le clavier au bout d'un moment. Voilà, c'est bon. Donc nous avons le clavier, et vous allez voir que quand vous tapez sur la barre espace, ce genre de choses, sur le Goophone i6, eh bien le Goophone i6 que j'avais, parce qu'il en existe plusieurs modèles, eh bien voilà, ce truc-là arrêtait pas de venir pendant qu'on était en train de taper du texte, ce qui était stupide. Vous voyez que là, cette fois-ci, ça passe par derrière le clavier, donc si on fait un petit geste comme ça sans le vouloir pendant qu'on tape, logiquement le clavier disparaît pas, sauf si on le fait volontairement, visiblement. En tout cas, c'est mieux géré. Bon, c'est pas non plus très bien géré non plus. Et puis, bon, comme je le disais, cette espèce de quick settings, qui est en plus complètement inutile, parce que, allez, replie-toi. Bon, vous voulez pas se replier, je sais pas pourquoi. Eh bien, il est complètement inutile vu qu'on a ça aussi, comme vous le voyez, qui sert exactement la même chose. Donc bon, pourquoi pas, mais sinon, voilà, bon, au moins, il est moins gênant que dans l'autre.
Donc pour revenir au défaut de la RAM, donc la RAM, il y en a pas autant que d'habitude dans les 65-72 et de manière considérable. Et pour deux raisons. Déjà, il y a la surcouche qui prend entre 50 et 100 MO de plus qu'un Android stock. Donc bon, voilà, ok, pourquoi pas. Mais surtout, il manque ZRAM. ZRAM qui est une très bonne idée pourtant, qui permet de compresser la RAM en arrière-plan, les trucs qui sont les moins utilisés en RAM en arrière-plan, ou pas du tout utilisés, ce genre de choses, pour faire de la place pour les vrais données utilisées en RAM, pour pouvoir ouvrir un programme en plus ou avoir un peu plus de multitâche, quoi, tout simplement. Parce que là, le multitâche est vraiment réduit à sa plus simple expression. Ça fonctionne pas si le programme est trop gros. Avec le gestionnaire de page Facebook ou avec Google Chrome, vous virez tout ce qui est en arrière-plan dans le téléphone. Donc du coup, vous pouvez pas faire le multitâche entre Chrome ou le gestionnaire de page Facebook, l'un avec l'autre déjà, par exemple, ou avec même un programme léger à côté. C'est juste impossible. Vraiment, ça, dès qu'on referme Chrome, il est fermé complètement. Dès qu'on referme le gestionnaire de page Facebook, il est refermé complètement. Et même avec Twitter, a priori, ça le fait aussi. Et il y arrive même à y avoir des problèmes assez impressionnants. C'est que certains jeux, certains programmes, pratiquement tous ceux qui utilisent plus de 50 MO de RAM, on va dire, eh bien, peuvent cracher à tout moment, se fermer devant vous comme ça, et pas que les programmes qui sont en arrière-plan. Et ça, c'est vraiment un truc mauvais, parce que je n'ai jamais vu ça sur un seul téléphone avec la même configuration que ça, quoi. C'est là où on voit que ils y connaissaient rien, les gens qui ont fait ce firmware. Ils avaient aucun sens de ce qui fait, enfin de comment fonctionne Android et de comment faire en sorte qu'il soit réussi sur un téléphone avec du hardware de ce type. Oubliez d'activer ZRAM, mais c'est juste inexcusable et c'est ridicule. Vous allez me dire oui, mais tu serais pas fait. Enfin, j'aime bien ce genre de commentaires venant de personnes qui sont complètement, mais je sais pas, ils essayent de trouver des excuses à toutes ces machines, mais il n'y a pas d'excuses à leur donner. Même moi, je serais capable de faire mieux, parce que vous vous dites toujours, enfin il y a souvent des gens dans les commentaires qui me disent des trucs comme ça, ouais tu critiques et tout ça, gna gna gna, mais toi tu pourrais pas faire mieux. Alors déjà, si, maintenant, il faut pouvoir savoir faire un téléphone pour avoir le droit de dire que l'on trouve que certains points sont mal foutus, eh ben, je suis désolé, mais ça fout toutes les personnes qui font de la critique, ou du test, de la review, de tout ce que vous voulez, hors au chômage, quoi, tout simplement. Parce que personne de ces personnes-là savent faire ça. Et moi, je suis sûrement l'une des personnes qui s'en rapproche le plus de savoir faire ce genre de choses. Par exemple, porter Android stock là-dessus, je pourrais le faire. Alors, c'est vraiment injuste ce genre de critique, que ce soit envers moi ou envers n'importe qui, parce que on n'a pas à savoir le faire pour savoir ce qui fait d'un téléphone un bon téléphone. C'est complètement ridicule. C'est comme dire à un critique cinéma, ouais, mais tu sais pas faire un film, alors du coup, tu critiques les films des autres personnes. Mais n'importe quoi. Les critiques sont pas faites pour vexer des gens, ils sont faites pour aiguiller des gens vers de bons produits ou leur faire éviter de mauvais produits. Celui-là est typiquement l'exemple même d'un produit qui n'est que de l'apparence et absolument aucun bon sens. D'ailleurs, continuons avec leur niveau d'incompétence totale quand il s'agit du firmware. Vous avez vu qu'en haut, d'ailleurs, il m'a fallu plusieurs jours avant de me rendre compte d'un truc incroyable, c'est que vous voyez la barre en haut, là, normalement il devrait y avoir quelque chose. Bah tout simplement la fameuse barre de notification qui apparaît quand on glisse le truc. Vous voyez que voilà, elle apparaît une fraction de seconde et elle disparaît. C'est tout simplement parce que elle se met en transparence. Et bizarrement, les lettres sont écrites noir. Noir, peu importe le fond d'écran qu'il y a derrière. Donc au final, je savais même pas qu'il y avait quelque chose d'écrit. À un moment, j'ai réussi à voir qu'il y avait quelque chose d'écrit, je sais pas trop comment, peut-être à cause de l'avertisseur de batterie faible, parce que c'est le seul qui a une couleur. Alors je voyais une petite barre rouge, je crois que c'est ça le premier indice qui m'a fait penser à ça. Mais en fait, si vous regardez très bien, ce qui est quasi impossible, parce que c'est pratiquement le même noir que le fond, mais on va changer de fond d'écran, enfin si on peut d'ailleurs, parce que je me suis même pas posé la question d'ailleurs. Ouais, génial, on peut pas changer de fond d'écran de cette façon-là. Voilà, un long clic et on peut changer de fond d'écran, ok. Bon, on peut passer bien entendu par les paramètres, je suppose, mais je sais pas pourquoi, je m'attendais à ce qu'ils aient gardé une fonction de ce genre. Donc voilà, maintenant que j'ai mis du vert, vous voyez qu'il n'y a pas de problème maintenant. Et puis pourquoi c'est sur blanc maintenant ? Pourquoi c'est sur blanc maintenant, alors que, au contraire, le noir aurait fonctionné tout aussi bien, et c'est sur le fond d'écran d'avant où le noir fonctionne pas du tout, qu'il avait mis sur noir. Bon, bref,
va comprendre. Et ensuite, un autre truc aussi, c'est qu'avec le même problème, le fond d'écran d'avant, c'était écrit noir sur noir, donc impossible de voir ce qu'il y a écrit en dessous des icônes. C'est magnifique. Donc ça, c'est un truc, je sais pas comment ils ont fait pour le chier, mais tous les launchers, habituellement, fonctionnent parfaitement bien avec ce genre de choses. Et là, enfin, en tout cas, fonctionnent du mieux qu'ils peuvent avec les fonds d'écran qui sont donnés, ne serait-ce que les fonds d'écran par défaut, par exemple. Ça serait quand même bien que ça fonctionne avec les fonds d'écran par défaut. Bah là, non. Et si vous pensez que c'est que le launcher qui pose ce problème, non, vous pouvez avoir ça aussi dans plein de programmes. Dès que vous arrivez sur un menu un peu spécial, tiens, bah, on va voir dans Quick System Info, normalement, ce menu-là est censé être noir. Et là, il est sur blanc, avec des lettres en noir, au lieu de ressembler, par exemple, bah, vous savez, tout simplement, aux autres onglets du même programme. Alors déjà, c'est inesthétique, mais surtout, le problème n'est pas là. Le problème, bon, si ça restait à l'esthétique, ce serait pas grave, mais dans certains programmes, eh bien, ça fait en sorte que c'est écrit en blanc sur fond blanc, donc du coup, on voit rien du tout, et ça pose ce genre de problème dans pas mal de trucs, notamment dans des programmes par défaut. Par exemple, sur... alors, je pense pas qu'on pourra le voir ici, sauf si peut-être que non, pas dans celui-là. Mais en tout cas, dans certains menus paramètres dont on n'est pas censé avoir accès parce que tout simplement ils ont, enfin voilà quoi, ils les ont cachés, etc. pour que ça ressemble plus aux paramètres d'iOS qu'aux paramètres d'Android, hein, tout simplement, comme vous pouvez le constater. Eh bien, dans certains menus, y a juste plus rien du tout. Je vais essayer de retrouver le menu en question. Je sais plus où il était. Bon, j'arrive pas à retrouver comment j'avais fait, mais j'avais réussi à rentrer dans le menu à propos d'Android, ce qui était particulièrement amusant, je sais pas du tout comment j'ai fait ça, et en rentrant dans ce menu, bah tout simplement ce qui s'est passé, c'est que bah j'étais dans toute une ligne où il y avait que des cases vides, je sais plus du tout où c'était, mais c'est pas grave en même temps. Bon bref, en tout cas c'est pas le seul truc qui fait ça, j'ai pas d'exemple en tête, mais en tout cas parfois vous installez un programme et vous vous rendez compte qu'il y a un menu qui est quasiment tout en blanc. Enfin, je vous avais déjà montré ça dans un autre téléphone, donc... Ah tiens, si, je crois savoir comment j'avais fait, c'était peut-être par là. Non, c'était pas comme ça, mais ça me permet quand même de vous montrer ce que c'est qu'il y a dans ce téléphone. C'est un 6572, comme je vous l'ai déjà dit, et c'est Android 4.2.2, donc la version classique d'Android qu'on peut trouver avec ce genre de processeur. Et donc voilà, rien de spécial à ajouter à propos de ça. Si ça avait été une version stock d'Android, il n'y aurait pas eu de bug, ou en tout cas un nombre minimal. Sinon, pour ce qui est du haut-parleur, il est pas trop mauvais, il est juste un petit peu faible quand même, mais la qualité du son va sans aucun problème. Alors comme dit précédemment par le précédent acquéreur de cette chose-là, eh bien la caméra arrière ne fonctionne juste pas du tout, on a l'impression de regarder à travers un filtre violet, je sais pas pourquoi la caméra a envie de montrer ça en gris, mais c'est plus ou moins, c'est violet rose quoi, donc voilà. Bon bref, la caméra fonctionne pas du tout simplement, et elle a jamais fonctionné, donc on saura pas vraiment la qualité. Il paraît que la qualité était très mauvaise quand elle a fonctionné encore un petit peu, parce qu'à l'origine, s'il fonctionnait pas, c'était l'autofocus. Maintenant, visiblement, c'est tout le reste qui a décidé de partir en couille. Pour continuer sur le matériel, le bouton Home commence déjà à accuser de certains signes de fatigue. Il fonctionne moins bien en fait que depuis la première fois que je l'ai utilisé, donc ça veut dire qu'en une semaine d'utilisation plus ou moins intensive, eh bien le bouton commence déjà à accuser d'usure. Donc magnifique. C'est vraiment le genre de truc, les boutons physiques chinois comme ça, ils sont vraiment de mauvaise qualité. Alors du coup, vaut mieux éviter tous les téléphones qui sont comme ça. Et le dernier truc hardware dont je dois vous parler, c'est tout simplement les oreillettes qui sont données avec. Alors les oreillettes qui sont données avec, elles résument parfaitement le problème avec cette contrefaçon. Que du look, et encore un peu raté, parce que ce truc-là, bon voilà quoi, mais surtout la prise aussi ressemble à rien. Mais voilà, bon, c'est fait pour vaguement ressembler aux originales, mais le son est tout pourri, mais merde, mais c'est incroyable quoi. Putain, mais je veux dire, il y a mauvais d'un côté, il y a extrêmement mauvais de l'autre, et il y a ça ensuite, il y a ce truc là, on se demande pourquoi ça existe, c'est juste impressionnant comme c'est naze, il y a aucun son qui sort de là-dedans, tout ce qu'on entend là-dedans, on a l'impression de l'entendre à 10 km de distance, et que quelqu'un l'aurait amplifié ensuite à nouveau, et aurait réenvoyé le truc dans un haut-parleur aussi pourri que ses oreillettes. Enfin, c'est n'importe quoi. Ça, il n'y a absolument aucun moyen de rendre justice à la qualité horriblement médiocre de ces oreillettes. Je comptais même pas les tester à l'origine, et ça fait longtemps que je teste plus les oreillettes qui sont données avec les téléphones que je présente, parce que habituellement c'est toujours très mauvais. Mais alors là, on a atteint un nouveau niveau en matière de nullité, quoi. C'est impressionnant.
parce que j'étais, voyant la forme que ça a, etc., l'apparence un peu bizarre, je me suis dit, oh, c'est pas possible que ce soit les mêmes oreillettes toutes pourries qu'on a habituellement avec les téléphones chinois. Non, c'est pas possible que ce soit les mêmes. Ils sont carrément encore pires. J'en reviens pas qu'on puisse donner des trucs pareils dans la boîte d'un téléphone de genre. Je suppose que le seul but d'avoir mis ça à l'intérieur, c'est de faire en sorte qu'il y ait des accessoires qui ressemblent vaguement aux accessoires du téléphone original. Parce que sinon, il n'y a aucun intérêt. Personne n'utilisera ce truc-là. Je suis même pas sûr qu'il y ait un micro à l'intérieur de ce truc. Ça se trouve, il utilise le micro incorporé du téléphone, comme le font certains très mauvais trucs qui se prétendent comme étant des kits main libre. Pour information, j'ai acheté une tablette à 50€, qui était pas mauvaise, en plus, la tablette en question. Bon, elle était pas non plus géniale, mais qui était pas si mauvaise que ça pour le prix. Elle était fournie avec des oreillettes, et je les utilise encore, ces oreillettes, plus que la tablette d'ailleurs. Et ces oreillettes-là, pour information, ont un son tout à fait correct. C'est pas prodigieux, mais c'est tout à fait correct. Donné avec une tablette donc à 50€. 120€ ce truc était vendu. 120€. Ils sont même pas fichus de nous passer des oreillettes à peu près décentes, du même niveau que ce qui te fait donner avec une tablette à 50€. Non mais sans blague quoi. Donc pour terminer, revenons un petit peu sur la partie logicielle. Alors la partie logicielle, il y a encore quelque chose à dire, notamment le fait que la traduction de tout ce qui est dedans est complètement naze en français, en tout cas. Ah tiens, j'ai oublié de vous montrer ça, même si c'est pas très utile de vous montrer ça de toute façon. Qu'est-ce que je voulais dire sinon? Ouais, ils ont essayé de copier au plus possible, même s'ils se sont un peu loupés quand même. Android, iOS 7.0.1 a priori, d'après ce qu'ils disent. Bien entendu, l'App Store, c'est le Google Play Store, c'est rien de plus que ça, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas du tout de différence. Le Google Play Store met pas plus de temps à venir que ça. Là, bon, c'était une fois où il arrivait un petit peu plus lentement que d'habitude, faut dire. Sinon, pour regarder des vidéos, pour ce genre de choses, ça va sans trop de problèmes. Enfin, YouTube fonctionne. On peut même regarder des vidéos avec Google en HTML5, pas tous, mais en tout cas sur certains trucs. Le problème, c'est que le manque de RAM va faire en sorte que Chrome risque de crasher en plein milieu de la vidéo, vous forçant à la reprendre dès le début, parce qu'il ne se rappelle pas à quel endroit on s'est arrêté dans la vidéo. Donc bon voilà, c'est pas terrible. Mais s'il y avait assez de RAM pour faire fonctionner Chrome convenablement, le processeur a assez de performance pour ça. Donc acheter un téléphone avec le même processeur, enfin maintenant c'est même plus la peine, on est 1 an plus tard. Mais si c'était à l'époque où ce téléphone venait juste d'être mis en vente, il fallait acheter un téléphone avec le même processeur, mais avec tout simplement Android stock, un vrai truc original, officiel, officiellement non contrefait, on va dire. Enfin voilà, quelque chose qui essaye de se faire passer pour lui-même et pas pour se faire passer pour un autre téléphone, tout simplement. Et donc, pour revenir sur la traduction qui pue, eh bien, tout simplement, Android stock en plus aurait fait en sorte qu'on ait une traduction parfaite. Alors bon... Et le deuxième truc, problème qui est là aussi commun à tous ces faux iPhones, c'est tout simplement que la partie réglage ici, les paramètres d'Android sont devenus les paramètres de faux iOS, et donc du coup nous avons certes plein de réglages qui font penser à iOS, mais qui sont complètement inutiles, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent pas tout simplement. Mais par contre, les vrais réglages d'Android, il y en a 1 sur 2 qui manquent, notamment par exemple le temps que met le téléphone avant que l'écran se mette en veille. Et ça c'est très chiant, il y a plein de petits détails comme ça qui manquent à cause de ça, et enfin à cause du fait que ce soit pas vraiment les réglages d'Android. Et ça rend le téléphone très désagréable à utiliser, notamment quand on préfère avoir l'écran qui met un certain temps avant de s'éteindre, parce que par défaut, c'est réglé à genre 15 secondes avant de s'éteindre, donc ça arrête pas de s'éteindre, c'est très chiant. Ça peut s'éteindre en plein milieu d'un temps de chargement pour un jeu, et comme il n'y a pas beaucoup de RAM sur ce téléphone, eh bien les temps de chargement pour les jeux ont tendance à être assez longs. Enfin voilà quoi, c'est vraiment très mauvais d'avoir fait ça, et quitte à faire une copie des réglages d'iOS, essayez de faire en sorte qu'Android soit utilisable avec quoi. Et donc pour conclure, je vais vous dire tout simplement que si je trouve un petit peu de temps, j'essaierai de faire une ROM alternative, une ROM Android stock tout simplement, pour ce téléphone, totalement stock, fait à base d'Android 4.2.2 sans fioriture du tout. J'essaierai d'activer ZRAM, je promets rien, mais j'essaierai de l'activer, parce que ça dépend comment ils l'ont désactivé, s'ils l'ont désactivé juste parce qu'ils ont oublié de le paramétrer, ou s'ils ont carrément enlevé volontairement la possibilité d'activer ZRAM, ce qui serait assez étonnant.
dans le noyau Linux qui est installé là-dedans, donc. Mais donc j'essaierai de faire une ROM alternative Android stock pour vous montrer, comme j'avais fait avec le Goophone i6, pour vous montrer à quel point ce téléphone, s'il avait une meilleure ROM tout simplement, serait beaucoup plus agréable à utiliser. Bon, bien entendu, il reste toujours les quelques problèmes, les comment dire, vraiment les gros défauts qu'ont toutes ces contrefaçons, pas toutes, mais presque tous. Par exemple, le fait de succomber au fait de, oh là là, ce petit clapet en plastique pour mettre la carte SIM est absolument immonde, on dirait qu'il est complètement abîmé alors qu'il est censé être neuf. Enfin, en tout cas, il était abîmé d'origine quand la personne qui l'avait avant l'avait reçu. Tiens, d'ailleurs, je vais le sortir pour vous montrer. Parce que j'ai ce truc là qui traînait juste à côté de moi. Donc voilà, enfin, on dirait que ça a été rectifié au briquet, quoi. Si on regarde bien, oh là là, oh, puis c'est souple comme tout. Regardez-moi ça, c'est hyper fragile. Franchement, c'est ignoble. Mais surtout, ce que je voulais dire à propos de ça, c'est que, voilà, ça utilise le nano SIM au lieu du micro SIM, et ça, c'est complètement débile. Il devrait pas forcé, vu qu'il y a la place de mettre une micro SIM standard à la place d'une nano SIM, eh bien ils auraient dû faire en sorte que ce soit une micro SIM, parce que c'est beaucoup plus standard, beaucoup plus facile à trouver, et voilà quoi. Je veux dire, des entreprises comme Apple peuvent se permettre, parce qu'ils ont, on va dire, quand même une grande part de marché, etc., ils peuvent se permettre d'embêter les clients avec des petits quelque chose casse-pieds pour les empêcher de passer à la concurrence, comme par exemple nous imposer des formats de carte SIM avant toutes les autres marques, etc., pour bien nous empêcher de pouvoir le mettre dans un autre téléphone. Bon, ok, voilà, c'est chiant. Mais quand on est une petite marque qui vend pas beaucoup de téléphones, ça c'est le genre de truc faut éviter, c'est horrible. Pareil pour le câble Lightning, qui lui aussi, c'est un truc immonde. Le fait de nous imposer le câble Lightning, alors que c'est exactement la même forme et la même taille, que ça serait passé comme une lettre à la poste s'ils avaient mis un micro USB, quoi. Et un micro USB, bah voilà, quoi, c'est un truc qui est très facile à trouver. N'importe qui en a. Quand on achète un téléphone pas cher comme ça qui essaye de se faire passer pour un iPhone, on n'a pas envie d'acheter des câbles à une fortune alors qu'on peut trouver des micros USB pour 3 centimes un peu partout, voire même en récupérer un chez un pote gratos, quoi. Et bien entendu, le dernier truc qui me tient à cœur à chaque fois, c'est tout simplement pourquoi ils ne mettent pas 2 boutons ici bien cachés à cet endroit-là, menu et retour, ou retour et menu, peu importe comment ils l'organisent, mais en tout cas qu'ils soient cachés comme ça ici, pour qu'Android soit utilisable sans avoir à avoir Assistive Touch, ou avoir à faire du morse sur le bouton Home. Ça franchement, ça serait bien. Alors certes, je sais que quelques personnes vont encore me dire dans les commentaires « Ah gna gna gna, tu critiques comment ils font Apple et tout ça, blablabla ». Mais non, c'est pas du tout ça que je critique. Ce que je critique, c'est que on est sous Android dans ces trucs-là. Faut arrêter de se leurrer, faut arrêter de se berner. C'est toujours Android. Ils peuvent toujours nous le déguiser comme ils peuvent, avec les bidouillages, comment dire, les thèmes, bon, encore, là ça a pas été super bien foutu, on dirait qu'ils sont arrêtés en plein milieu parce que ils ont pas fait ça, et ils ont pas fait non plus comme il faut le lock screen. D'ailleurs, le lock screen qui est complètement débile parce que quand vous cliquez dessus, vous voyez qu'ici vous avez un petit appareil photo, donc si vous allez vers là, vous pensez que vous pouvez déverrouiller vers l'appareil photo? Non, ça marche pas. Ça marche que dans un sens. Donc, on dirait que là aussi, ils sont arrêtés en plein milieu du développement du lock screen. Mais voilà, bref. Ce que je voulais dire à ce propos, c'est que, encore une fois, nous sommes en présence de quelque chose qui n'a rien à voir avec un vrai iPhone. Donc, si vous êtes fan de la marque, arrêtez de m'en vouloir parce que tout simplement, je vous dis que c'est plus pratique sous Android d'avoir des boutons retour et menu, pas forcément menu, multitâche à la limite, ou juste au moins home et menu et retour. Ces deux-là sont indispensables, ce sont les deux seuls qui sont indispensables. Et pourtant, il n'y a que home, et ça rend le truc extrêmement désagréable à utiliser, mais alors vous imaginez pas à quel point. Donc bref, voilà, je pense que j'ai fini avec cette vidéo. Maintenant, ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais essayer de voir ce qu'il y a d'autre comme ROM sur le marché, entre guillemets, des ROM alternatives pour ce truc-là, mais j'ai vu qu'il n'y avait pas grand-chose. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont seulement en chinois et en anglais, basées sur différents types de firmware alternatifs chinois, mais qui fonctionnent pas super et qui aussi sont des Android complètement bidouillés, un petit peu buggés dans tous les sens, ce genre de choses, et pas forcément optimal en matière de performance. Android Stock n'est pas du tout disponible pour ce téléphone, donc il va falloir que je réussisse à le bidouiller venant d'un autre téléphone différent, genre un téléphone avec à peu près les mêmes spécifications mais qui serait pas un faux iPhone, et réussir à ensuite renvoyer les pilotes de ce téléphone à l'intérieur du nouveau firmware que je mettrai dedans. Enfin voilà, des trucs de genre, à la limite on pourra réussir à obtenir Android Stock de cette manière-là. Un autre truc que je pourrais tester d'autre, c'est quoi? De nouvelles versions du Android qui est donné avec. Y a rien qui a changé quoi que ce soit en matière de...
enfin celui qui avait ce téléphone avant a déjà fait la mise à jour en fait. Donc a priori ça n'a pas arrangé beaucoup de choses. Enfin faut savoir qu'il y avait des absurdités incroyables dans ce téléphone avant qu'il fasse la mise à jour. Quand il venait de l'installer, enfin de l'acheter je veux dire, eh bien le bouton Home ici faisait Home et retour en même temps. Donc en gros les développeurs ils étaient même pas, encore une fois, rien que pour le bouton Home ils étaient pas sûrs de ce qu'il fallait faire, alors ils ont mis les deux à la fois. Comme pour le lock screen ils étaient pas sûrs de faire un truc pour iOS ou un truc pour Android, alors ils ont mis les deux à la fois. Pour le truc de notification c'est pareil, ils ont mélangé les deux, enfin voilà. Et c'est pareil aussi pour Quick Settings, hein. Ils étaient pas sûrs de vouloir celui-là d'Android ou celui-là d'iOS, ils ont mis les deux à la fois, c'est magnifique, je sais pas comment ils ont fait ça. Tiens d'ailleurs vous pouvez apprécier la transparence, qui est encore pire que la transparence qu'il y avait sur le faux iPhone 6, qui elle faisait un rendu à l'avance des icônes qu'il y avait à l'arrière, donc du coup on voyait les icônes sur lesquelles il va se superposer même au début du glissage quoi tout simplement. Mais là non carrément, il fait juste l'arrière-plan, rien de plus. Donc ça s'arrête là quoi avec ce truc. Bon bref, je pense que je vais arrêter là sur cette vidéo et je vous dis salut à tous et à la prochaine. Et maintenant, pour conclure la vidéo, nous avons quelques coques qui avaient été données par l'ancien propriétaire juste avant. Alors, nous avons cette coque pour iPhone 5C, hein, ce sont des coques qui fonctionnent avec les vrais téléphones, hein, pour information. Donc, hop, vu que c'est exactement la même forme, hein, la même taille, etc., il n'y a pas de raison. Donc voici cette coque qui ressemble à une coque qu'il pouvait y avoir sur certains téléphones Samsung à une époque, notamment le Galaxy Ace. Alors, c'est assez amusant de la façon que ça a été fait, mais le problème c'est que déjà c'est trop rigide pour se refermer comme il faut, ça se referme pas jusqu'au bout, je trouve ça assez peu élégant, et franchement ça épaissit le truc, c'est très désagréable à utiliser, mais ça c'est qu'une histoire de goût, hein, bien entendu, ça dépend de la façon que vous utilisez votre téléphone. Donc voilà une coque assez amusante qui m'a donné avec. Donc ensuite nous avons cette coque qui est encore plus amusante, très sincèrement on peut mettre donc ce téléphone dedans, c'est génial, mais une fois que vous l'avez mis dedans, appuyer sur chacun des boutons est un supplice. Utiliser ce bouton là et encore ce qui se fait de plus facile, ce qui est particulièrement étonnant. Donc voilà, et ensuite voilà à quoi ça ressemble. C'est vraiment magnifique, j'ai vraiment l'impression d'utiliser un téléphone à travers un préservatif. C'est vraiment je trouve cette coque pas terrible du tout. Alors essayons de l'enlever maintenant. Hop. Donc hop, on enlève ça, voilà, c'est bon, c'est fait. Donc ensuite, nous avons cette coque magnifique qui est fait en plastique souple, mais en plastique très fin. Le genre de truc qui n'absorbe aucun choc, qui ne sert absolument à rien pour solidifier le téléphone, hein. Enfin bon, voilà, qu'il en soit clair, quoi. Alors, donc, on va essayer de le mettre dessus, voilà à quoi ça ressemble une fois mis. Alors, ça change rien à part changer la couleur du dos du téléphone, et encore, à cause de ces trous, on voit des trucs très inélégants qui traversent comme ça. Heureusement ils ont découpé le trou pour pouvoir faire passer la caméra, mais attention, le trou a été mal ajusté. Vous voyez qu'ici, attendez, je vais vous montrer de très près, peut-être que vous allez réussir à le voir. Comme vous le voyez, regardez ici, là, c'est pas ajusté comme il faut, là ça part directement un petit cran vers le bas. Enfin bon, ça a été découpé, on ne sait trop comment, de manière très industrielle. Très sincèrement, ça va rien protéger du tout, et ça rend pas le téléphone particulièrement agréable à cause de ces trous là, etc. Et ça sert moins de protège téléphone que de protège appui involontaire sur bouton pratiquement. Donc bon bref, allez, on va enlever ça et on va passer à la suivante. Et voici celle d'après, où on a l'impression de tout simplement utiliser son téléphone à travers de la pâte à modeler, ou à travers autre chose, je sais pas trop exactement. Alors ça reprend ce concept de trou partout, franchement la similarité est à s'y méprendre, sauf que là c'est du plastique à la con, et là c'est assez épais. Alors appuyer sur les boutons est moins supplice que sur l'autre, ça se fait quoi tout simplement, mais très sincèrement ces gros rebords etc dégueulasses qui font ça tout le temps, là c'est vraiment affreux quand on tape sur l'écran, etc. On a à chaque fois qu'on touche ces trucs, enfin bon bref, voilà, c'est encore une fois un truc pour protéger le téléphone qui est pas terrible. Alors ce truc là va pas forcément non plus rigidifier le téléphone, le rendre, enfin voilà, c'est plus un truc pour empêcher de rayer le dos on va dire et les côtés que pour empêcher de le casser. Je pense vraiment pas que ça change grand chose. Par contre c'est mignon avec une disquette qui dit s'il te plaît ne me supprime pas, ou plutôt ne m'efface pas. Donc voilà, c'est amusant. Mais voilà, c'était ma préférée pour la fin. Donc voilà, je pense que on peut clore cette partie bonus de la vidéo, et je vous dis à nouveau salut à tous, et à la prochaine.